France Maghreb 2. LGF, le grand forum, le show qui vous parle, messieurs, dames, tous les jours 16h, 18h, en ce mois sacré béni du Ramadan et en ce mercredi. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver, 23 mai, avec pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Nasser Lajili. Comment ça va, Nasser? Ça va très bien, Christophe, impeccable. Ravi de te retrouver, mon cher Nasser. Bah, c'est réciproque. Comment se passe le Ramadan? Formidablement bien. Ah, franchement parfait. Bon, nickel. Que Alors, demande le peuple. nous accueillons avec nous Nassim Lachlache. Salut Nassim. Salut, comment Bienvenue. ça va? Merci Bienvenue pour l'invitation. sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Alors Nassim, pour faire connaissance un petit peu avec les auditeurs, tu t'appelles Nassim Lachlache et tu es adjoint au maire de Fontenay. Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Dans le Val-de-Marne. Et tu es en charge de la politique de la ville. Et de la réussite éducative, tout à fait. Donc voilà, on va parler avec toi tout à l'heure de Macron et de son plan. Je sais pas d'ailleurs si ça ressemble trop à un plan banlieue, parce que bon, voilà, c'est vraiment un plan qui a été réduit. Alors, bien au contraire, hein, il disait que les plans ne servaient à rien. C'est un petit peu le contenu de son discours quand même. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'il propose par rapport en tout cas à ce qu'avait proposé Borloo? Il a tout mis à la poubelle ou presque. On y reviendra dans un instant. On y reviendra. Donc Nasser, tu vas nous parler quoi dans ton avis tranché tout à l'heure? On va parler de la syndicaliste Marianne du Pouche tout là. Tout à fait, Ouais. Myriam. Ouais, Scandaleux. exactement. C'est scandaleux qu'on puisse encore en faire une polémique. Exactement. Donc voilà, on va en parler. Et en gros, j'avais pris comme titre respecter toutes les femmes. Donc voilà, c'est Ce important. qui serait bien, ouais. Tout à fait. Coup de cœur, Nasser? Coup de cœur, pour l'instant, je l'ai pas en tête, mais je Ça te ne saurait dirai. tarder. Voilà, tout Très à bien. fait. Mon cher Nassim, premier avis tranché. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Tu vas nous parler de quoi? Premier avis tranché, je voulais justement parler de Macron et de son plan banlieue. Ouais. Donc ça évoluera peut-être au cours de nos échanges, parce que peut-être que je le changerai si on en dit trop. Très bien, très bien. Eh bien, reste avec nous. Vous avez compris, c'est le LGF, le grand forum. Pour nous joindre, nous appeler 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus. C'est parti pour votre LGF. Donc voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, un pic de naissance issu de viol est attendu pendant le mois sacré du Ramadan parmi les femmes de la communauté des Rohingyas, réfugiés au Bangladesh. Des ONG alertent sur les dangers. Tariq Ramadan restera en prison. La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 mai dernier. La question LGF. Emmanuel Macron recevait hier matin à l'Élysée des acteurs de la politique de la ville. Après une matinée à plancher sur le sujet, le président a quasiment enterré le plan Borloo. Sera-t-il, selon vous, le président qui va apporter du changement dans les banlieues françaises? La question vous est posée, on en débat dans un instant. Vous y répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel et en nous appelant 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous pour ce mercredi avec Nasser Lajili et avec Nassim Lachlache. Lachlache. Nassim Lachlache, comment ça va Nassim? Appelle-le Ça va, Nassim. Ouais. Tout Ouais, simplement, Nassim, ça tout sera court. Ouais, peut-être Nas. plus simple. Voilà. C'est beaucoup mieux. Nas pour les intimes. Bienvenue jusque 18h sur France Maghreb 2 avec évidemment pour démarrer à la une de ce grand forum. Ça devait être l'une des grandes annonces de ce début de quinquennat. Emmanuel Macron a finalement décidé de revoir à la baisse son plan pour la banlieue. Le président français n'a retenu qu'une poignée des 19 propositions de l'ancien ministre Jean-Luc Borloo, chargé de rédiger un rapport sur le sujet. Quelques mesures survivent pourtant, comme la création de 30 000 places en crèche, mais c'est surtout le flou qui règne visiblement dans ce plan proposé par Emmanuel Macron. Qu'en pense tiens Nassim, pour commencer, toi qui es un peu spécialiste de la politique de la ville, en l'occurrence à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, voilà. Oh, spécialiste, C'est ton domaine, quoi. C'est un grand mot. Non, concrètement, il y avait 19 mesures. Borloo avait avancé un certain nombre de points. Il y a eu un gros travail qui a été effectué avec les élus locaux et avec les acteurs de terrain aussi associatifs. D'un travail qui est appelé des vœux de ces acteurs de terrain. Très régulièrement, on entend et c'est nous qui sommes sur le terrain et on nous demande pas notre avis, etc., etc. Les concernés ont vraiment été impliqués, ou en tout cas les élites des concernés, pour être plus précis, Plutôt parce qu'il y a aussi cette critique qui existe et qu'il faut reconnaître. Un certain nombre d'acteurs associatifs qui sont aujourd'hui érigés par leur base comme des porte-paroles. Alors c'est pas du tout une critique, mais c'est un fait. Donc ils ont été associés et ça a donné le plan Borloo. Le plan Borloo qui paraissait
contenter un certain nombre de personnes. Les 6 millions, en tout cas, habitants des quartiers populaires avaient de quoi se réjouir un petit peu sur les mesures qui étaient proposées. In fine, ce qu'on a pu assister, au-delà du nombre de selfies pris à l'Élysée. C'est vrai, il y avait beaucoup de selfies. Hein, il y a eu beaucoup de selfies. Il y avait notre ami Nadir Kaya qui était d'ailleurs présent à l'Élysée. Il n'a pas voulu venir. Normalement, il devait être là aujourd'hui. Mais bon. C'est dommage. Contre-temps, peut-être on lui passe un grand bonjour. Peut-être qu'il est parti refaire un selfie avec Emmanuel Macron. Peut-être. Je pense pas qu'il ait fait de selfie. En tout cas, voilà, c'est ce que je peux comprendre l'engouement en tout cas de ces personnes qui ont participé, qui ont donné du temps, qui se sont investis et qui ont donné ce rapport-là et ce plan-là. Mais malheureusement, Emmanuel Macron en a décidé tout autrement puisqu'il a pris le contre-pied. Il a fait un petit peu ce que fait Trump, c'est-à-dire qu'on attend une décision et on en a une autre. Et strictement aucune annonce n'a été faite concrètement, si ce n'est de montrer que la banlieue était encore comme d'habitude, comme Sarkozy l'a fait avant et comme d'autres, était un lieu infréquentable, la République a reculé, etc., etc. C'est un petit peu ce qu'on retient. On a un petit arrière-goût de, excusez-moi l'expression, de pisse en fait, concrètement. Vraiment. Tu crois pas si bien dire parce qu'effectivement, alors il y avait beaucoup de monde hier présent, 600 élus, membres d'associations, chefs d'entreprise aussi sont venus écouter donc le chef de l'État, Emmanuel Macron, le dit d'emblée. Non, il n'est pas là pour construire un nouveau plan banlieue. C'est ce qu'il a dit pour démarrer. Parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Le premier plan de la sorte a été présenté en effet, c'était évoqué par Raymond Barre à peu près au moment où je naissais. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sous cette méthode. Bah, ok, alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question aujourd'hui. C'est vrai que tous les plans banlieues qui ont été proposés par les politiques successifs n'ont rien apporté. On a mis de l'argent sur la table, on a essayé de faire ceci, cela, faire des coupes budgétaires d'un côté, injecter de l'argent de l'autre. Ça n'a jamais rien produit, ça n'a jamais rien donné, Nasser. Quand on voit, alors c'est marrant parce que, ironie du sort, le jour où Emmanuel Macron s'exprime sur les banlieues, on voit un spectacle pitoyable à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, où des individus ont tiré à l'arme lourde et ont même pointé d'ailleurs des policiers dans un quartier devant une population complètement effrayée. Bien sûr. C'est hallucinant de voir ça. C'est hallucinant, comme tu le dis si bien, Christophe. Moi, malheureusement, ce plan qui a été présenté à l'Élysée, ça a été beaucoup plus un plan de communication. Ça c'est triste à dire, c'est qu'il n'y a rien de concret qui est sorti de toute cette communication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui les banlieues souffrent toujours. On est toujours dans la même situation, c'est que on sera toujours les dindons de la farce. C'est triste à dire. C'est un constat que je fais parce que sur le terrain on le voit au quotidien, donc c'est pas une surprise. Et on a l'impression que voilà, c'est pas une priorité en termes de politique nationale, surtout par ce gouvernement. Met en place. Oui, Nassim. Oui, bah, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit le président de la République là, ce qu'on a entendu, il a effectivement, il a dû lire un certain nombre de bouquins et se renseigner beaucoup puisqu'il citait notamment les premiers plans, etc. aussi âgé que lui-même. Alors, effectivement, il a dû lire beaucoup de choses, mais je ne sais pas s'il a vécu beaucoup de choses. En tout cas, ce quotidien-là, il ne l'a pas vécu. Et la particularité, vraiment, j'insiste sur cela, du plan qui était proposé, c'était qu'il a été travaillé en concertation avec énormément de personnes. Ouais. Ça m'a fait penser un petit peu au rapport Baké-Meshmash, qui a aussi été, qui a aussi associé énormément de militants. Et vraiment, je voudrais vraiment saluer le travail de ces personnes-là qui se sont investis, qui ont cru, ça c'est sûr, puisqu'on en a parlé. Alors, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Visiblement, Macron compte faire des annonces en juillet. Ouais. Donc nous verrons bien. En tout cas pour l'heure, pour ce qui était annoncé, je pense qu'il espérait gagner du temps, mais que malheureusement c'est arrivé beaucoup plus vite qu'il ne le pensait. Alors un constat partagé aussi par de nombreuses personnes, et notamment sur la nouvelle méthode proposée par Emmanuel Macron, une prise de parole d'ailleurs qui a duré 1h30. Pas assez de mesures concrètes, c'est ce que jugent plusieurs élus donc à la sortie. Stéphane Troussel, le maire socialiste de Bobigny, entre autres. C'est une très grande déception. S'il y a un discours sur la glorification des banlieues, de l'énergie qui existe, ça ne suffira pas à changer la réalité de ces quartiers. Ça c'est pour Stéphane Troussel donc et certains élus locaux sont circonspects, même si Emmanuel Macron compte s'appuyer sur son comité présidentiel des villes, composé en grande partie d'ailleurs de personnalités venues des quartiers populaires. Mais c'est donc surtout
pour un changement de méthode qu'a plaidé en tout cas le président français, un parti pris défendu forcément par Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche, et il est évidemment très élogieux envers Emmanuel Macron, forcément. Il a le mérite de répondre de manière extrêmement concrète aux enjeux que rencontrent nos compatriotes sur ce territoire. C'est là son principal mérite, je le trouve fondamental. L'enjeu n'est pas tant de faire des grands-messes, il est de prendre des décisions concrètes qui répondent à des problèmes concrets. Je te voyais rigoler, mon cher Lasserre, pendant la prise de parole de Richard Ferrand. Oui, parce que ça me fait rire. Il y a rien de concret dans ce qu'il vient de dire. Donc voilà, le soutenir, mais s'il argumente pas sur son soutien, voilà, à quoi sert de communiquer? Après ça c'est la stratégie aussi En Marche, hein. C'est on valide, on met le hockey. Faut noter quand même que Jean-Louis Borloo est très satisfait. Ouais. Donc c'est ça qui est paradoxal. Ouais, il est très satisfait, je dirais. Alors qu'il a pris quasiment. Il considère que l'intégralité des 19 mesures, il retrouve l'intégralité des 19 mesures. Ah oui, il y a un article du Monde à lire aujourd'hui même. Donc il est très satisfait, Jean-Louis Borloo. La deuxième chose, c'est que sur le maire de Bobigny qui est intervenu. Ouais. Bon, on va pas polémiquer sur Bobigny ce soir, mais on peut, hein, si tu veux, il faut noter que pas ce soir. Il faut noter que qu'Emmanuel Macron n'a que faire en réalité de l'avis des élus locaux et des collectivités territoriales, puisqu'il a comme objectif tout simplement de les supprimer. Donc quelque part, qu'on soit content, pas content, qu'il y ait des maires qui démissionnent parce qu'ils peuvent plus, ils y arrivent plus, ou non, justement des maires où il y a des quartiers prioritaires comme ceux concernés par la politique de la ville et concernés par ce plan-là, il en a pas grand-chose à faire et on le voit, il passe en force surtout et n'importe quoi. Et la dernière chose, tu disais tout à l'heure sur qu'on n'a pas eu de résultats. Il y a eu quand même quelques résultats. Je suis le premier à critiquer les 30 ans de politique de la ville, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat, Nassim? On peut quand même noter quelques petits résimilitudes, c'est-à-dire il y a eu des réhabilitations importantes qui ont permis d'améliorer. Alors au-delà de la peinture, là simple coup de peinture, hein, d'accord. Ouais. Je me rappelle d'un texte 213 là. La restructuration des quartiers populaires. Non, mais je suis d'accord. Il y a eu des petites choses, notamment sur l'urbain, mais pas assez sur l'humain. Elle est là, je suis d'accord avec toi. Elle est là la question. Donc l'urbain a énormément évolué. On n'a pas assez calculé le traumatisme que ça pouvait avoir pour les populations qui vivaient dans ces quartiers, parce qu'on a détruit des tours et détruit des bars sans se soucier de la manière dont allait être vécu cela. Et voilà, il y a quelques petites choses, voilà. Il y a quelques petites choses, il faut les noter. Mais au vu c'est très léger quand même là, si je puis me permettre, parce que c'est vrai que la banlieue, on la connaît depuis des années, on entend parler de différents plans, à chaque fois évidemment on nous sert le même menu, en l'occurrence on va changer, on va réussir, on va injecter de l'argent. Ça ne change rien parce que les quartiers populaires restent toujours j'allais dire isolés, lâchés. Ce sont des zones qui n'intéressent pas la République, à se demander d'ailleurs si ces endroits sont vraiment et font partie de la France, quoi, tellement ils sont abandonnés pour certains d'entre eux. Moi je vous invite à aller faire un tour à l'hôpital de Montfermeil, c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux de voir ce qui se passe dans cet hôpital. C'est un hôpital, franchement, et je vous dis honnêtement, hein, même au bled vous êtes mieux traités. Non mais sérieusement. Donc il faut dire, non mais c'est gentil, c'est bien de ramener tout le temps, de ramener sa fraise sur le fait, oui, au bled il y a un problème au niveau de la santé, etc. Mais allez voir dans quelques hôpitaux français, de quelle manière on vous reçoit, de quelle manière vous êtes traité, de quelle manière vous êtes soigné. Donc il y a des sérieux problèmes, et en particulier les problèmes persistent, existent en banlieue, il ne faut pas le cacher. Et si j'y rajoute, pour être tout à fait complet, un problème crucial pour moi, c'est l'éducation. Et quand on voit le niveau des profs en Seine-Saint-Denis, ça fait flipper. Et beaucoup de parents décident de mettre leurs enfants en privé, justement pour ne pas que leurs enfants et prennent un retard considérable et se retrouvent par ces conseillères de désorientation en BEP mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut mettre sur la table, et toutes ces questions, Emmanuel Macron, à mon sens, Nassim, n'y a pas répondu hier. Non, d'accord sur ça. C'était pour essayer d'apporter comme une pointe, pointe de lumière. Mais bon, c'est difficile dans quand même. Tout cela, voilà. Non, mais en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les quartiers, c'est pas une question de couleur de peau, hein, et ni d'origine. C'est que le point commun qu'on peut avoir dans les quartiers, c'est la classe sociale.
Donc la plupart des gens, c'est qu'il y a toute une diversité qu'on peut avoir dans les quartiers, et je crois que Macron, il a du mal à comprendre, parce que s'il pense que c'est que des Noirs et des Arabes et qu'on va les laisser là-bas, et tiens, ils se démerdent, on s'en fout, ils sont entre eux. Non, ça fait partie de la France, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Donc voilà, à un moment donné, il faut que ce gouvernement prenne en considération ce qui se passe dans les quartiers, surtout avec des bavures policières qui voilà, au quotidien ça aussi, et tout ce qui il se n'en passe. a pas parlé de Donc, ça. bien sûr. En plus, si je peux me permettre, Ouais. même le terme bavure n'est pas adapté, parce que Ouais. bavure, c'est effectivement quand c'est un incident qui est non voulu. Oui. En l'occurrence, on a un certain nombre de personnes décédées Ouais. des suites d'une interpellation par la police, ou simplement blessées. C'est volontaire, tout est volontaire. Donc c'est juste sur le terme, parce que c'est vrai qu'on nous lance ce terme-là dans les médias, bavure, et du coup on se l'approprie sans des fois y penser et y réfléchir. Et quand on s'arrête un peu sur le mot, on se dit non, mais en fait non, c'est pas une bavure, c'est intentionnel. C'est-à-dire que des gens meurent tués par la police en France, et pas n'importe quel genre. Censé nous protéger. Voilà. Et donc ce sont populations. les mesures quand même présentées par Macron, c'est-à-dire l'augmentation des policiers, 60 Voilà. policiers à Marseille. C'est ça, de tout répressif. Alors on voit ce que ça donne, hein, plus de policiers à Marseille. Mais franchement, vous avez vu ce spectacle quand même? Ouais, Les mecs, ils arrivent en plein c'est quartier, hallucinant. ils tirent dans le tas, d'échanges de tirs, ils mettent en joue les policiers. C'est Et hallucinant. ils repartent tranquillement. Et la population a filmé, regarde ça comme ça. C'est hallucinant. Vous habitez Marseille d'ailleurs, ce quartier en particulier, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous raconter, bien entendu, ce que vous vivez au quotidien. Alors justement, la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron sera le président du changement pour les banlieues françaises? Nasser, qu'est-ce que ça donne sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter et GF officiel? Alors sur Twitter, 90% de nos auditeurs disent non. Et sur Facebook, nous avons 88% de nos auditeurs qui disent non aussi. Donc voilà, ce plan, je ne pense pas que ça Ça soit... n'a pas convaincu, quoi. Tout à fait. Bon, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs au 01 40 33 9000 avec Fatima. Bonsoir Fatima. Allez, où elle est là? Voilà, bonsoir Fatima. Je voudrais parler des banlieues parce que c'est dans l'air du temps. Oui, dans l'air du Moi, temps. je ne savais pas que toute la banlieue vivait de trafic de drogue et de délinquance. Ah Parce que c'est ce qu'on entend sur toutes les radios. À en sur croire toutes les- W9 toutes les nuits, oui. Hein. Voilà. Cela nous montre, Christophe, que ceux qui parlent de cette manière-là Ouais. n'ont jamais traversé le périph'. Tout à fait. C'est clair. On est d'accord. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils habitent le 16e, le 7e, le 8e. Et quand ils sont dans le 18e, ils sont avec les bobos, dans la butte de Montmartre. Donc, ils peuvent pas connaître Mantes-la-Jolie, les Mureaux, où il y a des gens intègres, où il y a des gens qui travaillent, où il y a des gens... C'est vrai qu'il y a une Exactement. brebis galeuse, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, Ouais. quelle est la solution? La solution, c'est aux gens... Moi, je n'habite pas la banlieue, mais je vais très souvent. Donc, c'est aux habitants de la banlieue de crier fort, parce que maintenant, il faut du chantage. Si vous criez pas, vous n'êtes pas... Vos problèmes ne sont pas solutionnés. Donc, il faut que les gens de banlieue se prennent en charge eux-mêmes. Voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Et ne pas attendre Borloo ou Addour ou je sais pas qui. Arrêtez de gaver les associations qui, depuis des années, se gavent. Et elles se servent beaucoup plus. Elles sont là pour se servir que pour servir les autres. Ouais, Et pour, voilà. Et pour finir, oui. Oui, Fatima. mon cher Christophe, la question du logement, les Africains et les Maghrébins. Moi, quand je vais à Mantes-la-Jolie, au Muro, quelque chose, il n'y a pas de mixité. Il n'y a que des Africains et des Maghrébins. Le logement, il a toujours été aux mains des socialistes. Et c'est les socialistes qui ont parqué Et les ces communistes gens-là. aussi, hein. Donc, Les on ne vient communistes, pas me ils ont dire fait du bon que travail c'est de- Macron, ou c'est Addour, ou c'est je sais pas qui. Donc, Oui, non, mais vous avez raison, Fatima. Là, aujourd'hui, on est en train de payer finalement une politique complètement conséquences. ratée, les conséquences d'une politique complètement ratée de la gauche. Exactement. Alors, on parlait des Exact. socialistes, on peut y mettre les communistes qui ont eu plusieurs bastions pour des années, notamment en banlieue dans le 93. Ils en ont perdu pas mal, hein, quand même. Cela dit, ils ont pris de belles claques. Mais les communistes ont été et ont fait partie de ces gens-là aussi qui ont parqué des gens à des endroits et ont tué cette mixité en tout cas auquel Je vais vous vous appelez dire de une votre chose. vœu. Oui, Fatima. De vraiment, c'est concret. Hein. Oui. Il y avait un socialiste au niveau du 16e qui était chargé de logement. Il y a deux mandats de ça. Oui. Et donc, tous les Maghrébins qui habitent le 16e, ils n'avaient pas droit au logement. Alors qu'il y a plein de logements dans le 16e. Quand vous êtes Maghrébin, vous n'avez pas droit. Alors que ils sont distribués. Il y avait un socialiste, un certain, je ne sais pas si je peux dire le nom. Alors lui, il habitait dans un logement social, mais vraiment la classe, hein, avenue Mozart. Il s'est bien servi. Par contre, quand les Maghrébins ou les Africains d'aller le voir, ah non, il n'y a pas, il faut aller au 93. Et maintenant, ils disent il faut aller en province en plus. Maintenant, ils disent plus la banlieue. Merci Donc, Fatima. Vous êtes des citoyens français à part entière, et
C'est pas possible. Les gens maintenant ils se croient inférieurs. Donc, Merci Fatima, Sarah Tolek, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Nassim, c'est quoi Fontenay-sous-Bois? C'est des bobos ou c'est une banlieue comment? C'est Fontenay-sous-Bois, c'est une ville hyper spéciale. Ouais. Puisqu'en fait, on a à peu près 50-50. On a une ville qui est partagée en deux quasiment. Je rappelle que Nassim Lachlache est maire adjoint. Hein. Ouais. Des quartiers populaires, alors pas aussi populaires que dans d'autres villes. Hein, ouais. Franchement, ouais, c'est tranquille comme ville. C'est raisonnable, mais on a quand même 2 quartiers prioritaires sur la commune, ouais. qui connotent quand même une réalité quoi, bien présente. Et on a de l'autre côté des gens qui payent l'ISF. Tout simplement. Ah ouais. À Fontenay-sous-Bois. Et ça cohabite bien tout ça? Alors ça cohabite pas en fait. Ah ouais. Ça se jouxte, mais ça ne cohabite pas. C'est-à-dire qu'on a des gens qui habitent près du bois de Vincennes, donc qui sont assez aisés. Donc on avait Eric Cantona qui habitait Fontenay-sous-Bois par exemple, Mathieu Kassovitch, des gens comme ça, voilà. Et puis de l'autre côté, on a un quartier plus nouveau, plus récent, donc dans les années 60-70, qui a été construit. Et donc voilà, mais on retrouve les mêmes problématiques et c'est une mairie aujourd'hui communiste. Non, communiste parce que le maire actuel n'est pas communiste. Il est associé, apparenté, ouais. Mais il est plus front de gauche, etc. Et puis on a une pluralité quand même. Enfin, ça faut le reconnaître. Il y a une pluralité des représentations politiques de la commune. À titre personnel, par exemple, je suis non encarté. Quand même élu dans cette majorité. Ah, tu es apolitique? Enfin, non, je suis apartisan. Mais je suis très politique plutôt. Mais on a un groupe local qui s'appelle Fontenay Citoyen, une association tout simplement. Oui, je crois que vous avez reçu en plus et pour les municipales. Et donc voilà. Ouais. Bon, bah c'est très bien. Donc tu fais pas partie d'un parti en particulier. Je fais pas partie d'un parti, non, d'un mouvement particulier. Non, d'accord. Non. Bon, Nasser, oui. Est-ce que Gennevilliers c'est un peu comme Fontenay ou pas du tout? Pas du tout. Je sais pas. Je serais incapable de dire. Dis-nous alors comment c'est Fontenay. Gennevilliers, c'est quoi? C'est aussi. Non, c'est 43 000 habitants. Est-ce qu'il y a une population assez aisée, une population assez. Alors on a un gros problème de mixité. Ouais. Là, ça commence à se développer, ça commence à changer. Donc on a fait un écoquartier où on a, on va dire. Cloîtrer toutes les personnes à l'accession à la propriété, une grosse partie à l'accession à la propriété avec du logement social. Et le souci, c'est que voilà, effectivement, là, on se retrouve avec des quartiers populaires avec très peu de mixité dans nos communes. Ouais. Juste pour la question, nous, la problématique qu'on a. Et qui est un plus mais en même temps un moins, c'est que Val-de-Fontenay est l'une des villes les plus attractives de l'Est parisien. Ouais. Et on a la ligne 1 qui arrive, le RER A, le RER E. Donc c'est un gros pôle. On a la Société Générale qui s'est installée là récemment, qui a ouvert ses portes en 2016 avec 5000 salariés qui sont venus de la Défense, etc. Donc on a eu un boom économique qui n'a pas profité directement à la population, qui a profité avec les impôts, mais qui n'a pas profité en termes d'emploi. Mais du coup, c'est Nasser qui me faisait penser ça. Et effectivement, une modification de la population qui s'opère petit à petit, parce que le prix du foncier, le prix du logement n'est pas le même. Forcément. Et le taux de chômage n'évolue pas. Aladji est avec nous, je crois. Salut Aladji, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Vous nous appelez d'où Aladji? D'Orléans. D'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter. Je vous écoute Aladji, on vous écoute. Bon, en fait, moi c'est un sujet franchement qui m'intéresse trop même, je peux même pas imaginer. Oui. Parce que moi, je me rappelle quand je faisais ma journée d'intégration. Oui. C'était mes premiers jours en France, pour vous dire. Oui. Tout de suite, j'ai vu ça, le problème. Tout de suite, je l'ai vu. Pourquoi je l'ai vu? Parce qu'ils nous demandent de s'intégrer. On veut bien s'intégrer. Mais pour s'intégrer, mais quand tu mets dans un même immeuble, dans un même immeuble, tu mets Bachir, Ousmane, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous mettez des gens d'une même communauté dans un même immeuble, c'est normal qu'ils s'intègrent entre eux. Oui, c'est normal. Donc le gros souci, c'est qu'ils ont faussé la politique de logement. C'est ça qui est aujourd'hui à l'origine de tous les problèmes des banlieues. Merci Aladji, effectivement une remarque très justifiée, pertinente, dont on évoque depuis tout à l'heure d'ailleurs, et ce qui fait d'ailleurs effectivement que y a des gens qui apprennent à vivre ensemble, mais il n'y a pas de mixité qui s'opère quoi, et ça c'est le cas dans beaucoup d'endroits des banlieues françaises. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Pas grand chose finalement de ce plan banlieue en bref là, rapide Nassim.
On va attendre cet été, on va attendre juillet pour voir un petit peu ce qui est présenté, ce qui est proposé concrètement, parce que Macron est aussi assez malin. Il n'est pas arrivé là par hasard quand même. Ça, c'est clair. Et donc je pense qu'il va aussi voir comment dire, les retours qui sont faits actuellement et dont on est en train de parler, les critiques que l'on formule, et il n'est pas impossible qu'il rebondisse sur cela pour faire des propositions à contre-pied, encore une fois, de ce qu'on attend, pour dire vous voyez. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui va être proposé en juillet. Là, à l'heure actuelle, la mobilisation n'a servi à rien, et le plan Borloo, en tout cas les propositions de Borloo, n'ont pas été retenues et n'ont servi strictement à rien. Alors je précise qu'il est attendu aussi dans un autre domaine, Emmanuel Macron, sur le plan islam qu'il devrait évoquer. Alors est-ce qu'il va le faire le jour de l'iftar du CFCM qui aura lieu le 12 juin prochain? Sera-t-il présent d'abord à cet iftar? On peut se poser la question. Qu'en pensez-vous, Nasser? Tiens, tu penses qu'il pourrait saisir l'occasion de sa venue à l'iftar du CFCM pour présenter son plan Borloo islam? Peut-être. Bon, affaire à suivre en tous les cas. Information glissée au passage. Dans un instant, tiens Nasser, puisque tu as le micro, tu le gardes. Ton avis tranché, tu vas nous parler de Mariam Pouchtou, cette présidente de l'UNEF Paris 4, à qui on reproche non pas d'avoir un cerveau, mais d'avoir un voile dessus. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ils sont avec nous, il s'appelle Nasser Lajili, il est évidemment élu du côté de Gennevilliers, notre ami Nasser Lajili, et puis également Nassim Lachlache qui est lui maire adjoint à Fontenay-sous-Bois en charge de la politique de la ville entre autres. Sur France Maghreb 2, alors Nassim, toi qui débutes un petit peu dans cet exercice du LGF, le Grand Forum, non pas en radio, on te connaît un petit peu en radio, mais sur France Maghreb 2 et dans le Grand Forum, c'est ta première, Nassim. Tu vas découvrir ainsi ce que je demande aux intervenants chroniqueurs de cette émission, à savoir l'ami Nasser Lajili aujourd'hui qui va te montrer ce qu'est un avis tranché. Arrête, je vais Jingle, le voir, hein. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et il va nous parler, l'ami Nasser, de ce qui fait polémique depuis maintenant un peu plus d'une semaine, depuis entre autres que Mariam Pouchtou est apparue sur M6 voilée. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, le titre que j'avais pris, c'est « Respecter toutes les femmes ». Après l'affaire Manel, il y a quelques mois sur TF1, et bien évidemment, il y en a eu plusieurs autres bien avant, le cas de Myriam Pouchtou, étudiante responsable locale de son syndicat, déchaîne les passions. Comment une femme peut être ambitieuse, responsabilisée, épanouie, insoumise, féministe et porter un hijab? Cela dépasse l'entendement pour beaucoup de gens, y compris pour des responsables politiques et des ministres. Ces gens ne supportent pas, ne tolèrent pas cette liberté pour une femme de porter un vêtement qui a une signification religieuse. Une liberté donnée par le principe de laïcité, paraît-il, si cher à la France. Parmi les personnes choquées, beaucoup se prétendent attachés à la liberté, à l'égalité, au vivre ensemble, au féminisme même. Elle emploie des grands mots, mais c'est à croire qu'elles n'en comprennent même pas le sens. En la matière, le pompon est décroché par le ministre de l'Intérieur qui va jusqu'à lier le port du hijab par des jeunes françaises à une supposée attirance de certains pour Daesh. C'est une honte absolue. Faut-il rappeler à ce brillant ministre que l'apologie du terrorisme est interdite et sanctionnée par la loi en France? Une telle accusation, un tel amalgame est d'une extrême gravité, d'une extrême irresponsabilité surtout. C'est assimiler les porteuses de hijab à des prosélytes du terrorisme. Des propos absolument scandaleux et dangereux qui attisent la peur et la haine. Ce ministre devrait être débarqué sur le champ, mais il n'en est rien. Alors je dis à tous les politiciens et à tous les beaux parleurs qui se targuent de défendre les femmes, foutez-leur enfin la paix. Ils n'ont pas besoin de gens comme vous. Et je terminerai, Christophe, en disant bravo à quelques responsables, comme d'ailleurs la présidente nationale du syndicat de l'UNEF, Lila Lebas, qui a défendu la liberté et qui a défendu bien évidemment la responsabilité assumée de Myriam Pouchtou. Voilà Christophe, mon avis tranché. Merci Nasser Lajili sur cette polémique. Si vous souhaitez évidemment intervenir, nous donner un commentaire, une réaction, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili, vous nous appelez 01 40 33 9000. Nassim, est-ce que tu es d'accord, tu partages l'avis donc exposé à l'instant par Nasser Lajili sur cette vraiment polémique
qui est vraiment spécifique à la française pour le coup, hein, je pense. Oui, c'est une polémique malvenue avec les relents islamophobes que l'on connaît à la France. Quand on parle souvent de racisme structurel ou de racisme institutionnel, c'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent et il y en a non, on n'est pas d'accord, c'est plutôt le social, non, c'est plutôt la race. En tout cas, là, la réalité montre que une fois de plus, hein, c'est tout le temps en fait. Hein. Une fois de plus, c'est un islamophobe au sein du gouvernement, au sein des personnalités les plus influentes et les plus soi-disant responsables en tout cas de notre pays, qui s'expriment sur le sujet en disant tout et n'importe quoi. On ne peut être que d'accord avec ce que Nasser vient d'exprimer. Et puis elle-même d'ailleurs l'a exprimé extrêmement clairement sur les réseaux, ceux qui ont pu voir un petit peu son intervention, où elle dit ce qu'elle a à dire et où elle dit qu'il n'y a pas lieu, à partir du moment où c'est un choix, il n'y a pas lieu de faire des raccourcis. Et j'aimerais dire quand même sur ce point que au niveau des politiques et des partis politiques, pas un pour rattraper l'autre. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Oui, c'est vrai que effectivement entre la France insoumise, même Mélenchon, on a mis une petite couche sur le fait que Mariam Pouchtou porte un voile. Exactement. Mais c'est ça le pire. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent, quoi? Ils veulent quoi? Des femmes, ceux qui portent le voile, faut qu'elles soient invisibles. Oui, c'est si ça. j'ai bien compris. Faut qu'elles soient à la maison soumise. Exactement. Ouais. Donc c'est eux qui incitent à la soumission de ces femmes-là. Ces femmes-là qui sont ils intégrées. dénoncent en fait leur soumission alors que c'est eux. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Moi, quand je vois qu'aujourd'hui on a des femmes voilées qui sont engagées dans le monde associatif, qui sont engagées dans le monde politique ou qui sont engagées tout simplement dans la vie quotidienne, eh ben on les critique. Alors, et quand ils sont pas engagés, ben on dit tiens, celle-là c'est une femme soumise, donc il faut savoir ce qu'on veut. Le mieux c'est de leur donner la parole à l'image de Sana, tout à fait, qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Sana, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ramadan Moubarak Saïd à tout le monde. Merci à vous. Comment vous nous écoutez à Grenoble là-bas, Sana? Il n'y a pas de fréquence à Grenoble? Eh ben justement, moi je suis sur mon application, sur mon iPad. Bravo, la classe. France Maghreb 2 pour télécharger donc sur les Apple Store, sur les Play Store, France Maghreb 2. Bravo Sana, on vous écoute. Voilà, c'est ça. Alors en fait, moi je voudrais intervenir par rapport à cette énième polémique. Oui. Donc en fait, il faudrait qu'ils se mettent d'accord parce que soit la femme elle est soumise par un mari de porter le foulard. Ouais. Mais quand elle veut s'épanouir, elle veut avoir un certain niveau social ou elle veut apprendre des choses, c'est-à-dire étudier, et ben on trouve encore une autre excuse. C'est ça. Donc en fait, ça leur suffira jamais de se dire qu'il y a dans ce pays ou dans le monde, il y a des femmes qui souhaitent se couvrir par pudeur ou par autre choix. Ouais. Donc, on a beau leur dire ce qu'ils veulent, au final, ça ne sert à rien. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je la soutiens mais à 100%. Et toute cette récupération politique, c'est juste, en fait, excusez-moi du terme, mais c'est juste dégueulasse. Parce que, je sais pas, moi, en France, en ce moment, il y a d'autres sujets beaucoup plus importants. On est d'accord. Et en fait, moi, je me dis, aujourd'hui, les médias sans nous, ils seraient au chômage technique. Donc, en fait, ils devraient nous payer, nous, en tant que musulmans, ils devraient nous donner une compensation financière. Parce que sans nous, ils seraient au chômage technique. Réfléchissez bien, je pense, franchement, dans ce que l'on a détecté depuis quelques jours, quand on voit la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, le ministre qui en remet une couche, on a nettement l'impression, messieurs, je sais pas si vous partagez mon avis, que il y a quand même quelque chose de assez dur qui se prépare, sur le port du foulard d'ici la fin 2022, d'ici la fin du mandat de Macron. Ce qui est parce que c'est pas par hasard que le secrétaire d'État comme ça part en croisade contre le foulard, etc. et utilise des mots absolument scandaleux, quoi. Effectivement, je rejoins ce que tu dis. Je pense pas que ce soit une sortie de route individuelle et qu'il est simplement dérapé. Dans ce gouvernement, tout est millimétré, tout est réfléchi. C'était pas la même chose pour Hollande, par exemple. On pouvait considérer que chacun avait son avis. C'est ça. Là, c'était pas le cas. Il y a la pensée unique, et donc c'est bien possible que on nous prépare quelque chose, mais de toute façon, on nous prépare quelque chose depuis plusieurs gouvernements successifs. Ouais. La réalité est là. Sana, oui. Vous êtes vous-même, vous portez le foulard? Non, je porte pas le foulard, mais je veux dire un jour, Inch'Allah, je le mettrai. Hein. Mais c'est vrai que en fait tous les jours, et je vous raconte même pas les radios, je sais pas si on peut dire des radios concurrentes, mais en fait il y a une certaine radio, tous les jours ils parlent des musulmans. En fait ils ne savent pas faire une émission sans parler des musulmans. Vous voulez dire un truc qui se fait appeler les grandes gueules? Ça commence par R et ça finit par C. Oui, RMC, voilà, oui, absolument. Bah, mais moi ce qui m'énerve le plus, c'est que ces femmes-là, elles ont un cerveau, en fait elles savent s'exprimer. C'est ça qu'ils n'acceptent pas surtout. Donc, pardon? C'est ça qu'ils n'acceptent pas surtout.
Oui, mais en fait, moi, comme il dit Marwan Mohamed, l'ancien directeur du CCR, pourquoi il les invite pas? Je comprends pas, en fait, pourquoi il n'invite pas ces femmes-là à s'exprimer. Parce qu'au bout d'un moment, alors soit au début, elles étaient sous la coupelle de leur mari, tout ça, alors je comprends pas cette obsession du foulard en sachant que il y a rien qui interdit en France de se couvrir les cheveux, alors que cette femme en question, elle s'exprime super bien. Je veux dire, je comprends pas. Est-ce que ces femmes-là, ce sont des Françaises de seconde zone? Est-ce que ce sont des... Alors, moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est qu'ils dénoncent le patriarcat mais ils font la même chose. C'est ce qu'ils font, en fait. Ils se permettent de... C'est comme un... Comment expliquer? Vous voyez le père de famille là qui veut tout gérer, l'État français il veut tout gérer de partout, sauf que non, on est en France, il y a une liberté, il y a la laïcité qui nous bassine avec ça toute la journée, mais eux-mêmes ils sont même pas capables de respecter ce principe fondamental, quoi. Donc c'est pour ça, moi je comprends pas. Bon, Sana, vous mangez à quelle heure vous soir à Grenoble? Alors nous on mange à 21h12 me semble-t-il. Ah ouais, bien, 21h12. C'est Ça tranquille, va, vous hein. êtes tranquille chez vous. Et qu'est-ce qu'il y a de... C'est pas Paris, je sais, Paris, c'est vrai que c'est super tard. Qu'est-ce qu'il y a de bon au programme ce soir? Faites-nous saliver, Sana. Alors écoutez, il va y avoir briouette, harira et puis un petit peu de sucré, des cakes, des choses comme ça, voilà. Ah, très bien, très bien. Excellent. Ça. Ouais. On a hâte. Merci beaucoup. Bon appétit, Sarah Merci à vous, bonne continuation et merci pour ce que vous faites. Hein. Et continuez à rester avec nous donc au travers de l'application France Magazine de Bravo. Ah non, mais moi je vous ai écouté les jours. Et d'ailleurs, votre collègue, c'est Nadir, c'est ça, il intervenait sur une autre radio. C'est vrai que j'aimais beaucoup l'écouter, donc ça me fait plaisir de le retrouver ici. Nassim, voilà, c'est ça. Nassim. Ah, Nassim. Tu vois, Nassim. Il y a des fans. On te suit, Nassim. Ah, ça y est. Merci beaucoup, Sana. À très bientôt, Sarah Tolok. Il est démasqué, l'ami Nassim. Bon. Je t'ai dit, tu vas pas passer inaperçu. Ah ouais, t'as vu. Il rougit. Ouais, mais c'est vrai, en plus, il rougit, l'ami Nassim. Bon. Nassim, il y a un truc qui s'appelle le zapping avant ton avis tranché parce que c'est bien beau. On te demande d'observer, mais on va demander aussi de passer à l'œuvre. T'as choisi ton sujet d'ailleurs? Oui, d'accord. J'ai choisi un sujet. Bon, juste après, un peu de détente puisque voici le zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Allez, c'est parti pour le zapping. C'est le meilleur de ce qu'il ne fallait pas rater à la télé, mais aussi à la radio. Et pour commencer ce zapping, c'était hier sur France 2. Vous avez certainement regardé sur France 2 le cache investigation présenté par Élise Lucet consacré à Nicolas Sarkozy et le financement libyen. Un extrait, et notamment lorsque Élise Lucet court après Nicolas Sarkozy pour essayer de lui poser les questions, mais elle n'y arrive jamais. Hein. Lors de cette enquête, on a tout tenté pour vous faire entendre la parole de l'ancien chef d'État. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. On a essayé par mail, par texto, nous l'avons même appelé sur son 06, et ce jour-là, oui, on y a cru. Oui, bonjour Monsieur Sarkozy, c'est Élise Lucet, cache investigation. Ah ben là, on ne sait plus comment s'y prendre. Mais attendez, il nous reste peut-être une dernière chance. Par un beau jour de printemps, nous nous rendons dans cet hôtel aux portes de Paris. Le jour de l'Assemblée Générale du groupe Accor Hôtel. Au premier rang, un administrateur de marque, Nicolas Sarkozy. Cela fait des mois que nous attendons ce moment. Après 2 heures d'Assemblée Générale, l'ancien président se lève subitement et quitte la salle. Branle-bas de combat, voici notre unique chance de poser nos questions sur la Libye et le financement de sa campagne. Monsieur Sarkozy, bonjour, c'est Élise Lucet. Et ils se barrent, donc ils n'y seront jamais arrivés, enfin Élise Lucet n'y sera jamais arrivée à poser les questions à Nicolas Sarkozy. Vraiment, je vous le recommande, j'ai vu quelques extraits, vous pouvez le voir en replay, hein, ce cache investigation, mais Élise Lucet, franchement, je confirme, du vrai travail de journalisme. Je sais pas si vous partagez les gars. Ah oui, voilà. c'est une pro. Et mais c'est hallucinant parce que s'il fuit, c'est qu'il a vraiment beaucoup de choses à se reprocher. Donc il a peur de répondre à des questions qui pourraient le mettre en difficulté. Tout de suite, Élise Lucet, hop, il raccroche le téléphone. Nassim, ça t'est déjà arrivé comme ça d'appeler un responsable politique et puis dès qu'il entend ton nom, ton prénom, il raccroche? Non. Non, bon ça va alors, t'es bien. T'es encore du bon côté de
du périph', on va dire. Avec tout de suite Nassim, là-dessus, peut-être un petit mot sur l'affaire Sarkozy. Sur l'affaire Sarkozy, je veux dire, il y a assez d'éléments là qui démontrent qu'il y a eu connivence et il y a eu financement libyen. Ouais. Après, comme on aime bien le dire ici dans ce pays, et on en reparlera peut-être après, innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Monsieur Sarkozy est en liberté totale. C'est ça. Et donc La présomption d'innocence. La présomption d'innocence et on a confiance en la justice et etc. etc. Voilà. Bon, direction Marseille, on en parlait tout à l'heure brièvement, avec une véritable scène de guerre, j'en disais tout à l'heure, en plein jour à Marseille. Écoutez ce reportage. Les coups de feu claquent dans la cité. Il est à peine 17h hier quand un commando d'une dizaine d'assaillants encagoulés investit le quartier de la Busserine au nord de Marseille. Avec 3 ou 4 voitures, ils bloquent les rues, puis tirent en l'air avec des fusils d'assaut. Certains habitants filment la scène par leurs fenêtres. Incroyable, ce qui s'est passé quand même à Marseille, véritable scène de guerre en plein jour, ils bloquent avec leur bagnole, normal ils tirent, les flics arrivent, ils les mettent en joue, se barrent tranquillement quoi. Je t'avoue que quand j'ai vu les images, au début je pensais pas que c'était en France. Tu t'es dit peut-être que c'est un tournage de film? Ouais, non mais je te jure, vraiment. Le Taxi 6 à la vitesse où déjà il reculait avec son véhicule, ouais. Je me suis dit bon ça va, ça doit être un film d'action. Donc et vraiment quand j'ai constaté que c'était vraiment des images réelles dans un quartier dans le sud de la France, franchement ça m'a choqué parce que je me dis que malheureusement ils se rendent pas compte de la gravité de ce qu'il peut y avoir par la suite et surtout voilà, les gens en ont marre aussi de ce phénomène. Ouais, les habitants en particulier. C'est normal. Les premiers concernés, évidemment. Bien sûr, mais ça c'est une question aussi. Après, bon, je vais éviter de dire quoi que ce soit parce que je risquerais de me faire engueuler par certaines personnes. Bon, alors on va pas te faire engueuler, surtout pas aujourd'hui en tous les cas. Sinon, tiens, question existentielle, messieurs. François Hollande se représentera-t-il en 2022 à l'élection présidentielle de 2022? La question lui a été posée. Voici sa réponse. Que vous excluez de vous représenter à l'Élysée? Je comprends votre persévérance, vous aussi, votre talent que je n'ai jamais contesté, mais je vous dis, pour l'instant, je suis dans l'écriture d'un livre et dans la présentation pour les Français. Tout ça pour ça, Jean-Michel Apathy, pour entendre le mot talent. Il y a une forme de réponse. Hein. Rien n'est exclu. Il y a une forme de réponse, rien n'est exclu selon Apathy à François Hollande. Vous y croyez vraiment que François Hollande puisse se représenter en 2022 ? Il est capable, hein ? Si la question est, est-ce qu'il peut se représenter ? Oui. Si la question est, est-ce qu'on veut qu'il se représente ? La non. réponse est non. Donc voilà, ça dépend où on situe le curseur. En tout cas, effectivement, là, dans la réponse qu'il a donnée, et puis toutes ces sorties médiatiques qu'il a fait, il a commencé à taper. Il prépare son retour, selon vous ? Avec son livre, avec sa médiatisation. C'est un spécialiste, entre guillemets, François Hollande, de la traversée du désert. Ouais, c'est pas la première. C'est vrai, en tant que secrétaire du Parti Socialiste, ouais, absolument. Ouais, jusqu'à l'affaire Strauss-Kahn, et voilà. C'est possible maintenant, je pense pas qu'il ait ses chances. Il garde aussi ses griffes, il n'y a pas d'autre mot, sur le Parti Socialiste. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le Parti Socialiste est inaudible, même avec sa refonte. Vous avez vu Olivier Leforque s'est fait exfiltrer hier de la manif encore hier, de la manif à Paris. Bon, bah, c'est la deuxième, mais on récolte ce que l'on sème, c'est ce qu'on dit. Et je trouve ça douloureux pour les militants socialistes qui ont cru. Non, mais on connaît tous des militants socialistes réellement socialistes qui sont et qui se voient pas, par exemple, sur le Parti communiste parce qu'ils trouvent ça trop radical d'un côté ou pas assez radical sur d'autres questions. Mais malheureusement, c'est la dure réalité et il a ravagé la France en fait. Oui, c'est clair. Bon, allez, dans un instant, messieurs dames, autre sujet, on va parler de l'affaire Tariq Ramadan qui reste maintenu incarcéré malgré sa deuxième demande de remise en liberté, s'appuyant sur le premier avis des juges et des libertés du 4 mai dernier. Tariq Ramadan reste bel et bien en prison, c'est ce qui a été décidé hier, et puis on parlera de quelque chose d'extrêmement triste. Vous savez qu'il y a eu cette poussée de violence en Birmanie concernant les Rohingyas, et notamment de la part de l'armée birmane des viols de ces Rohingyas. Et aujourd'hui, on pourrait assister, selon certaines ONG, à un pic de naissance dû à ces viols, ces bébés issus de viols qui pourraient naître durant cette période sacrée du Ramadan. Du coup, les ONG alertent du danger parce que il y a des avortements qui sont opérés, j'allais dire, de manière seule, et parfois qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. On assiste aussi à des mariages forcés pour cacher la vérité,
Et puis sachez qu'au Bangladesh, pays où la plupart des Rohingyas se trouvent aujourd'hui, l'avortement est autorisé jusqu'à 12 semaines. Donc on y revient, on en reparlera parce que c'est un vrai problème les Rohingyas, on en a beaucoup parlé pendant la période de violence, on n'en parle plus, et alors que la situation continue d'être ô combien dramatique pour eux. Tout de suite sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum avec Nasser Lajili et Nassim Lachlache qui va nous proposer dans un instant son avis tranché. Bonjour amis auditeurs. Le jeûne comme prévention dans l'hypertension artérielle, maladie qui correspond à une pression du sang trop élevée dans les vaisseaux. Souvent sans symptômes au début, mais qui devient rapidement dangereuse pour nos organes. Pour les personnes qui sont sous traitement médicamenteux ou ayant une hypertension instable, il est important de demander l'avis de son médecin traitant avant de faire le ramadan pour ne pas mettre sa vie en danger. Le ramadan est une pratique préventive pour la santé, une procédure de guérison instaurée par Dieu pour nous sauver de tout mal. On s'aperçoit, d'après certaines études, que la pression artérielle augmente avec la corpulence de l'individu. Les personnes obèses ont 3 fois plus de risques de développer une hypertension artérielle que les personnes maigres. Il y a là un risque accru de maladies cardiovasculaires. Selon le docteur Edward Hooker Dewey, médecin américain, le cœur tire un grand profit du jeûne. Pendant le jeûne, il ne dépense que 50% de son énergie. La raison en est que les cellules faibles disparaissent. Seules restent les cellules saines et fortes. Ainsi, le débit sanguin diminue progressivement, soulageant l'activité du cœur. Pendant le jeûne, la circulation sanguine est purifiée des gaz, des acides et autres toxines dont l'élimination revitalise le cœur et renouvelle son énergie. Tout ceci est très profitable pour les vaisseaux sanguins qui se régénèrent et se fortifient. Le sang purifié est beaucoup plus fluide, l'organisme mieux irrigué et le risque de caillots sanguins très diminué. Sahaf Tourkom et rendez-vous demain à la même heure pour parler des conseils diététiques pour les hypertendus. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Christophe sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Ramadan Karim wa kullu am wa antum bi khayr. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum jusque 18h avec ce soir notre ami Nasser Lajili et Nassim Lachlache qui est donc maire adjoint à Fontenay-sous-Bois, chargé de la politique de la ville. Justement, ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure, la politique de la ville de Emmanuel Macron et Nasser Lajili. Tu es toujours élu à Gennevilliers, toi, hein? Ouais, bah quand même. Toujours. Hein. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé pour l'instant. Voilà. Pourquoi rigoles-tu? Parce que c'est la manière dont tu m'as posé la question. Oui. Non, ça change vite, tu sais, dans ce milieu. Mais hein, c'est vrai. Le monde politique est très vicieux surtout. Nassim Lachlache, prêt pour ton avis tranché? Tout à fait. Et c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Nassim Lachlache, de quoi vas-tu nous parler pour ton premier avis tranché, Nassim? Alors, et si ma ville n'existait plus? Voilà la question que je souhaite poser aujourd'hui. Je vous demanderai d'être tolérant et de faire preuve de compréhension et d'être magnanime avec cette première, pour moi-même, qui ne sera pas filmée d'ailleurs. Comme ça. Oui, donc, aujourd'hui, pour éviter. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler d'un sujet, la question des villes. La ville, tout le monde est attaché à sa ville, tout le monde connaît le nom de sa ville, tout le monde connaît le nom de son département aujourd'hui. Depuis un certain temps, le gouvernement essaye justement de supprimer un certain nombre de collectivités territoriales, ce que l'on appelle les collectivités territoriales, et voulait supprimer les départements. Ce qui s'est passé suite à la réforme de Nicolas Sarkozy, en 2014,
on a mis en place les territoires, c'est-à-dire une couche supplémentaire au-dessus des villes. Donc aujourd'hui, nous avons villes, départements, territoires, régions et enfin Assemblée nationale, donc Sénat et Assemblée nationale, pardon. Et puis ensuite, on a l'Europe. Alors, ce que fait aujourd'hui faire Macron, c'est poursuivre la politique de Nicolas Sarkozy, qui a lui-même poursuivi Hollande en son temps, et continuer la suppression petit à petit des élus locaux et du contact au plus proche avec la population. Ce pourquoi je voulais en parler, c'est que c'est, à mon sens, quelque chose qui est très important, puisqu'on voit un éloignement des élus de leur propre population, c'est-à-dire que pour interpeller un élu ou interpeller un représentant, en tout cas, il faudra aller beaucoup plus loin, dans la ville d'à côté, ou la ville d'à côté, ou la ville d'à côté, faire 30 km peut-être, pour pouvoir interpeller quelqu'un physiquement, en tout cas le voir en face. La pression qu'on a sur nos élus aussi est beaucoup moins importante, c'est-à-dire qu'il y a un rapport démocratique qui est totalement différent. Le citoyen n'est pas en mesure de se faire entendre au même titre que s'il avait ses 45 élus sur sa commune. Et enfin, et comment ça se passe? Comment ça se met en pratique? Ça se passe notamment par l'asphyxie des communes petit à petit, donc par la baisse de dotation, c'est-à-dire que l'État donne des financements aux villes pour qu'ils puissent faire fonctionner la ville, et petit à petit l'État baisse. Pour la ville de Fontenay-sous-Bois par exemple, qui a un budget d'à peu près 150 millions d'euros, on est à au moins 14 millions d'euros, et on sera à moins 20 millions d'euros. Imaginez ce que l'on peut faire avec. Pour que vous puissiez comprendre, avec 10 millions d'euros on construit une école. Donc ça c'est très concret. Donc on asphyxie les communes petit à petit, on leur enlève des compétences qu'on transfère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles compétences. On dit qu'aujourd'hui ce ne sera plus les villes qui s'occuperont des déchets, mais ce seront les territoires. Ce seront plus les villes qui s'occuperont de la politique de la ville, on en parlait tout à l'heure, mais ce seront les territoires. Les villes ne s'occuperont plus, etc., etc. Et les villes seront demain, aujourd'hui on ne se réveille pas, les villes seront demain simplement une caisse enregistreuse et s'occuperont de nettoyer les rues et simplement d'enregistrer les papiers d'identité. Donc si on ne veut pas que ça arrive, il faut aujourd'hui qu'on se réveille le plus rapidement possible et qu'on se mobilise pour tenir et maintenir nos villes et nos départements, et qu'ils fassent leur suppression ailleurs, mais pas ici, pas tout ce qui est proche de nous et où on a des élus qui sont de nos quartiers et qu'on côtoie au quotidien. Merci Nassim. Alors Nasser, qu'en as-tu pensé de cette première? Je partage complètement ce qui a été dit par Nassim, parce que c'est une réalité. Malheureusement, nos communes, on n'aura plus la maîtrise de nos communes, parce qu'au fil du temps, plus on avance et plus on constate que malheureusement, on se retrouve avec moins de moyens et moins de, on va dire, de pouvoir, oui, voilà, dans nos communes. Et ça, c'est une réalité. Effectivement. Alors, plutôt pas mal, hein, ce premier avis tranché de notre ami Nassim Lâche. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs en nous appelant au 01 40 33 9000 pour nous joindre évidemment ici, pour nous donner votre avis sur l'avis tranché de notre ami Nassim Lâche. Alors, je voulais parler maintenant d'un sujet, si vous le voulez bien, un peu compliqué, un peu difficile, qui va certainement vous faire réagir. Notamment ce sujet délicat, puisque 9 mois après la grande campagne Nasser et Nassim, oui, vous en souvenez, répressive lancée par l'armée birmane donc contre la minorité musulmane des Rohingyas, entraînant un exode massif vers le Bangladesh, volontaire et personnel soignant, se livre maintenant à un véritable défi, celui à trouver parmi les centaines de milliers de réfugiés, donc les femmes victimes de viols qui sont tombées enceintes et qui devraient accoucher au cours de ce mois sacré, de ce mois béni du Ramadan. En août et en septembre 2017, ces bébés sont de solides preuves des crimes de l'armée birmane, a indiqué à l'AFP un responsable de cette communauté de réfugiés. Au Bangladesh, elles ont été plusieurs à se rendre dans les hôpitaux et les centres de soins pour mettre un terme à leur grossesse, l'IVG étant légale dans le pays jusqu'à 12 semaines, mais les victimes ne viennent pas toujours demander de l'aide par peur de la honte et de l'opprobre que pourrait susciter leur état, combien même ce n'est pas leur faute au sein de leur communauté. Selon une sage-femme sur place de Médecins sans frontières, ont ainsi essayé d'interrompre leur grossesse par leurs propres moyens, aboutissant aussi à des avortements compliqués et incomplets parfois et aux conséquences dramatiques. Les organisations humanitaires locales craignent non seulement un pic de naissance en mai-juin, mais aussi un nombre de décès important à la naissance. MSF a indiqué s'être occupé en août 2017 jusqu'en mars 2018 de 311 victimes de viols âgées de 9 à 50 ans. Des chiffres émergent, quelques 13 500 femmes Rohingyas ont été victimes de violences sexuelles en Birmanie. Voilà les chiffres, ils sont parlants, ils sont durs, messieurs. Les Rohingyas, on en a beaucoup parlé, vous vous en souvenez, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Aujourd'hui, ça a complètement disparu des radars.
Et pourtant la situation est combien dramatique. C'est les mots me manquent sur ce sujet parce qu'on est complètement impuissant et ce qui renvoie forcément aussi à la politique extérieure et internationale de la France aujourd'hui qui est complètement en fait absente sur la scène internationale sur ces questions-là, pas un mot, rien du tout. Bon, sur la Palestine, je vous en parle pas. Je pense que vous en parlez longuement aussi sur cette radio-là. La France a du mal à se positionner. Nous, à notre niveau, en tant que citoyens, il y a certains projets qui aboutissent. Notamment, on a vu le projet de Moussa, Bani Street, qui a abouti et qui fait chaud au cœur. Je veux dire, voilà, pour les enfants. Maintenant, là, on parle d'autres choses. On parle de ces femmes qui ont été violées, des crimes de guerre, en fait, dont sont responsables l'armée birmane. Le problème, c'est je ne sais pas comment on peut agir. On peut que s'en offusquer. Voilà, s'en offusquer. Et malheureusement, on n'a pas trop de portes de secours. Effectivement, on ne sait pas comment les aider. Nasser, c'est dramatique quand même parce qu'aujourd'hui, voilà, on a ces chiffres qui sont parlants. Mais c'est hallucinant. D'accouchement, de bébés qui vont apparaître, des bébés qui sont la preuve cruelle de viols perpétrés par cette armée birmane durant cette période de août-septembre 2017. Mais c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'en plus on sait très bien que c'est une communauté qui subit les pires choses de la vie, des massacres, des viols, comme tu l'as exposé juste avant, Christophe. Donc moi ce qui me chagrine dans tout ça, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il y a un silence total envers cette cause et encore moins sur la question des viols. Donc effectivement, il y a beaucoup d'associations qui se sont engagées dans l'humanitaire concernant les Rohingyas, mais en termes de politique générale et internationale, j'ai bien l'impression qu'il y a un silence, on va dire, délétère, quoi. Voilà, ça me rappelle aussi une situation au Kenya, notamment avec les soldats britanniques, qui justement les viols des soldats britanniques de ces femmes-là, d'un certain nombre de femmes, et qui effectivement ont été rejetées ensuite par leur communauté, en fait, considérées comme Mais il y a une autre question aussi que on peut se poser, messieurs, c'est que une actualité comme ça apparaît, on en fait évidemment beaucoup, on en parle beaucoup, et puis d'un seul coup, plus rien. À croire que tout est résolu, à croire que par miracle tout s'est arrangé pour ces Rohingyas. Ils ont été pour la plupart d'ailleurs chassés de leur maison et se retrouvant en grande majorité dans des camps au Bangladesh, faisant plusieurs kilomètres à pied, avec parfois des hommes et des femmes qui étaient dans des situations vraiment dramatiques. Et ça a complètement disparu des radars. C'est ce traitement d'actualité qui pose question quand même dans les médias, non ? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est exactement ça. S'il n'y a pas Omar Sy qui va parler des Rohingyas, personne n'en parlera, quoi. Voilà. Mais surtout aussi des partis ou des hommes politiques aussi, oui. Christophe. On en parle très peu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, la cause des Rohingyas. Et ça, c'est inacceptable. On sait très bien qu'il y a un vrai problème en Birmanie et que aujourd'hui on sait qu'on a un peuple qui est persécuté, qui est rejeté, qui est insulté, qui est bafoué, qui est brûlé. Même brûlé, vous imaginez? C'est qu'aujourd'hui c'est inacceptable et il y a eu des viols et ces gens-là, d'ailleurs tous ceux qui ont violé ces pauvres femmes ne seront jamais condamnés et ils seront encore là à violer d'autres enfants, d'autres personnes qui seront voilà. Mais la réalité c'est aussi que je pense que la diplomatie française en a pas grand-chose à faire de ce qui se passe là-bas et de ce qui se passe avec les Rohingyas. La Birmanie étant peut-être pas un pays stratégique, en tout cas ils ne considèrent pas que c'est un pays stratégique et donc voilà. Maintenant, ce qui a fait un petit boom aussi, c'était quand même l'incarcération de notre compatriote Moussa à l'époque, qui a fait qu'il y a énormément de gens qui se sont mobilisés en banlieue. Ça a dépassé les banlieues puisque des artistes se sont saisis aussi de la cause et en ont fait, se sont servis d'événements tels que des remises de prix, etc. pour en faire des tribunes et demander la libération de Moussa et parler des Rohingyas. Ça a impulsé, en tout cas on a eu le sentiment que ça avait impulsé un petit mouvement, mais vraiment c'est très compliqué. Je veux dire, ça va au-delà de, par exemple la Palestine, on a la possibilité de boycotter ou non des produits israéliens, on a la possibilité on n'est pas dans les mêmes ordres
le rapport de force n'est pas le même, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vrai que on est spectateur et on se sent impuissant. C'est vrai. Et je pense qu'on ne peut que prier pour ces personnes-là et pour que leur bon, en tout cas, nous on va suivre ça de près parce que les ONG en tout cas nous alertent le monde sur les conséquences qui peut y avoir, et ces femmes donc qui vont accoucher, puisqu'on parle d'un pic donc dû à ces viols, ces femmes qui ont fait le choix d'avorter, qui font le choix d'ailleurs d'avorter seules parfois. Et qui eux ont des conséquences dramatiques, enfin physiques après, qui peuvent être dramatiques. Il y a aussi on observe visiblement, selon quelques témoignages, de mariages forcés pour cacher la vérité, cacher le fait que ces femmes accouchent de bébés issus d'un viol. Enfin voilà, c'est tout aussi mélangé avec la culture, les on-dit, etc. C'est compliqué, c'est difficile, et en tout cas voilà, on va s'y intéresser, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe, bien entendu, pour ces Rohingyas, parce que pour eux ça est loin d'être arrangé. Pour un autre personnage, la situation n'est pas terminée non plus, puisque Tarek Ramadan restera en prison. C'est ce que le théologien musulman, donc accusé de viol par 4 femmes, a vu sa demande de remise en liberté une nouvelle fois refusée par la Cour d'appel de Paris. Son avocat avait plaidé pour sa libération, car son état de santé serait en train de se dégrader. Il est atteint, je rappelle, de sclérose en plaques. Tarek Ramadan est emprisonné depuis le 2 février dernier. Alors c'est vrai que beaucoup de questions par rapport à cette histoire, mais certains disent attention, prudence, on n'a pas les éléments de dossier, on peut pas se prononcer. Est-ce que vous vous situez où, vous messieurs? Est-ce que vous posez quand même des questions concernant le maintien en détention de Tarek Ramadan, ou vous êtes dans la prudence comme le sont beaucoup d'avocats, notamment je pense à nos avocates ici dans cette émission de LGF, Besma Maghrebi et Anissa Rigui, qui elles préfèrent rester prudentes? Alors moi je ne connais pas le droit, hein. Ça c'est une chose. En tout cas ce que je peux constater, c'est que il y a un certain nombre d'éléments, et les avocats de Tarek Ramadan ont donné un certain nombre de gages pour permettre en tout cas une libération. Alors il y a la caution, le maintien à domicile, tout un tas de choses, la remise du passeport, ont mis en avant, bon c'est là que ça s'arrête, enfin nos interprétations s'arrêtent, puisqu'effectivement on n'a pas les éléments du dossier, ont mis en avant des incohérences dans les témoignages, etc. Donc là c'est très difficile de s'exprimer, puisqu'on a que ce que les médias nous donnent et nous disent, des interventions partielles de ci, de là. Ouais. Donc c'est très difficile. En tout cas, sur la question du maintien en détention, aujourd'hui, c'est un maintien qui est complètement arbitraire et qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas indispensable. Au regard notamment de d'autres situations similaires, je pense que vous en avez peut-être déjà parlé aussi sur Darmanin ici, voilà, d'autres situations similaires, mais maintes situations, il y en a encore plein d'autres, hein, voilà, le traitement est totalement différent. Faut pas mettre de côté la personnalité de Tarek Ramadan et ce qu'il a représenté jusqu'ici, et les problèmes qu'il a pu causer aussi à l'État français. Ça n'enlève en rien le fond de l'affaire, où là je n'ai absolument pas d'avis, dans le sens où j'étais pas là, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Il y a quelques éléments vraiment sur la question du maintien en détention, au-delà de la maladie et de la ça fait partie de la possibilité, voilà. Au-delà de la maladie, hein, je pense même qu'avant la maladie déjà, voilà, là c'est une question politique. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un prisonnier politique, parce que je sais que je connais beaucoup de militants qui sont en tout cas sur cette démarche-là, cette posture-là. C'est pas la mienne. J'irai pas jusque là, mais le maintien en détention est politique. Je veux dire, il y a une raison politique. Il mélange un peu les deux, et ça fait que c'est difficile. Après, il faudrait être éclairé par des juristes ou des gens vraiment de droit sur la question du droit français, parce qu'il y a quelque chose, c'est vrai, qui m'interroge. Nasser, est-ce que tu es aussi dans l'expectative, dans l'interrogation par rapport à cette affaire, par rapport au maintien de Tarek Ramadan en détention? Je suis plutôt dans l'interrogation, et en même temps, on maîtrise pas forcément. Oui, soyons prudents. C'est ce qu'on nous rappelle souvent. Soyons prudents. Bien sûr, je préfère être prudent. Ne pas trop, on va dire, exposer le problème, parce qu'on la maîtrise pas du tout. Il y a des éléments qu'on n'a pas, quoi. Voilà, qu'on n'a pas du tout. Le dossier, apparemment, il fait plus de 600 pages, donc voilà. Aujourd'hui, on peut pas. Ça, c'est clair. Faut pas qu'on en fasse une interprétation personnelle ou un jugement personnel. Donc laissons, et disons aussi que la présomption d'innocence existe, et que la justice fasse son travail correctement. Oui, au même titre que les autres. Après, on voit que aussi les avocats de Tarek Ramadan, je trouve, ne s'expriment pas
manière très. Ah bah il a changé. Hein, oui, là, il a changé là. Depuis que d'ailleurs, il était invité de Bourdin ce matin. Voilà, c'est ça. Depuis que Marcini est arrivé, son avocat, je trouve qu'il est, on va dire, il est plus actif et. Alors c'est pas exactement ça c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Quand je dis actif, c'est non, mais c'est à la demande du comité de soutien de Tariq Ramadan qui se sont séparés et fâchés même avec Yassine Mouzrou parce qu'il lui reprochait de ne pas être présent dans les médias parce que Yassine Mouzrou ne souhaitait pas se mettre en avant. Et donc le comité de soutien a fait pression et effectivement fait changer d'avocat donc à Tariq Ramadan. Et là on assiste effectivement à un autre avocat, une autre stratégie qui lui dès son arrivée a fait déjà France clair. 5 c'est à vous. Mais après c'est compréhensible hein, parce que je pense que ceux qui ont soutenu, qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui la cause de Tariq Ramadan, ça peut les frustrer et d'ailleurs même au sein de la communauté musulmane, on veut avoir aussi des éléments, des informations qu'on n'a pas et que le silence a fait que malheureusement on avait des doutes. Donc voilà. Là c'est pas, il a pas, enfin c'est juste dans la sémantique, il a pas forcément de cause à défendre là. Hein, non, ça c'est sûr. Oui. Parce que là, enfin voilà, c'est soit il y a ceux qui le défendent parce qu'ils le considèrent innocent, d'autres qui le défendent parce qu'ils considèrent que la présomption d'innocence doit prévaloir bien sûr. et donc qu'il doit être en liberté. Voilà, c'est ça qui est très compliqué dans cette affaire. Mais n'oublions pas aussi que c'est un personnage je dis au passé parce que je sais pas ce qu'il va en être demain. Ça me paraît compliqué quand même de venir devant de la scène pour lui. Hein. Y compris s'il était blanchi de tout, il y a quand même des choses qui restent. Ça va mettre du temps, hein, vous savez bien. très bien. Des choses qui restent. De la justice. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a apporté énormément et beaucoup de gens se sont identifiés aussi, ils l'ont pris comme référence, comme référence exactement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est difficile de dire à ces gens-là, peut-être qu'en fait ton icône, il est pas comme ça. Sachant que icône, le mot est bien choisi puisque on va pas faire ici de théologie, mais voilà, on s'est compris. Ouais, absolument. Bon, alors messieurs, avant Libertad, je sais, Nassim ne connaît pas Libertad, c'est normal. Il a pas été dans une vraie radio jusqu'alors. Hein, dans une vraie émission, pardon. Hein, voilà. Sans faire offense à ce que tu as été, à l'émission à laquelle tu as participé avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et je salue d'ailleurs Abdelkrim Branin, pour ne pas le citer. Alors, mon cher ami Nassim, donc, est-ce que vous avez des coups de cœur tous les deux? Moi, je crois, il y a que des coups de gueule, mais. Bon, est-ce que notre ami Nasser Lajili a trouvé? J'ai pas de, alors oui, si, Bon, allez, on y va, c'est parti. Laisse-moi juste une minute. Oui, alors Nassim, on y va, c'est parti. Le coup de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Voilà, le coup de cœur sur le coup de cœur vraiment pour faire le pendant de ce qu'on a discuté au début avec Macron et l'enterrement du plan Borloo. Ouais. Le coup de cœur, c'est vraiment pour toutes ces personnes-là qui sont quand même mobilisées, qui se sont engagées et qui ont contribué du mieux qu'ils le pouvaient. Il y a peut-être des déçus, mais vraiment j'aimerais les saluer leur travail parce que même si on n'est pas d'accord sur tout avec tous, voilà, et notamment le collectif citoyen qui était très investi dans la démarche et qui a essayé de mobiliser au maximum. Très bien, mon cher Nasser, est-ce que ça t'a inspiré? Un coup de cœur, oui, j'ai un coup de cœur. Je voudrais rendre hommage à toutes les personnes bénévoles qui sont dans les mosquées et qui sont bénévoles pour faire en sorte qu'il y ait une organisation pendant la période du Ramadan. Et on les oublie souvent d'ailleurs. Et c'est pour ça que je souhaitais à travers ce coup de cœur leur rendre hommage et leur dire bravo pour ce que vous faites et merci pour ce que vous faites. Merci Nasser, merci à toi Nassim. Alors, dans un instant, disais-je, Libertad, c'est quoi Libertad, Nasser? Tu expliques à notre ami Nassim ce que Alors, Libertad? Libertad, c'est tout simplement les auditeurs et auditrices qui vont nous appeler et nous interpeller. On ne sait pas qui. Non, mais le truc, c'est que on ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. On les prend en direct, sans filtrage. Il peut y avoir des conneries. Il peut y avoir des conneries. C'est le prix de la liberté, mon ami. Voilà. C'est parti. C'est Libertad, c'est dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Jeff, le grand forum avec Nasser Lajili et Nassim Lachlache qui est adjoint au maire à Fontenay-sous-Bois et notre élu du côté de Gennevilliers, Nasser Lajili bien sûr, sur France Maghreb 2. Bon, t'as fait connaissance avec le patron là, ça va, c'est bien passé? Chef, oui chef. Ouais, chef. C'est normal. Hein. Bon, alors, mesdames, messieurs, c'est parti pour votre outil qui s'appelle Libertad. Libertad, mon cher Nassim. Hop, je déclenche maintenant la petite musique et je prends les appels en direct, d'où qu'ils viennent. Nous ne savons pas qui nous appelle, ni ce qu'ils vont nous dire. En tout cas, ils peuvent nous appeler maintenant au 01 40 33 9000, 00 40 33 1, 01, pardon, je m'embrouille totalement moi, 00 33 1 40 33 9000. Si vous nous appelez évidemment de l'étranger,
France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous. Voilà, c'est le petit chat qui nous rend service tous les soirs, le petit chat. 01 40 39 000, c'est un truc intelligent, c'est le moment d'utiliser donc Libertad pour nous le dire. Peut-être aussi nous faire part d'un événement qui se passe près de chez vous, d'un rendez-vous ramadanesque, pourquoi pas. Profitez aussi de cet espace. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Ouais, c'est Karim d'Orléans. Salut Karim d'Orléans, bienvenue à toi, on t'écoute Karim. Merci. Ouais, j'appelais, moi, c'était pour revoir avec vous là ce qui s'était passé notamment avec Malik Gouti là et Emmanuel Valls. Sa fameuse phrase là, en disant qu'il était si français. Pour moi, ça m'a choqué en fait parce que je me suis dit voilà, on voit bien un peu les propos de ce type-là, Manuel Valls, qui aujourd'hui en fait pour lui distingue bien les Français de souche et puis les autres Français quoi. Donc pour moi, c'est assez scandaleux. Bon après, je parle pas de Malik Gouti, pour moi, il a vendu son âme au diable. Mais un mec comme Manuel Valls, voilà, qui aujourd'hui prône un peu la laïcité à qui veut l'entendre, mais en fait pour lui c'est plus de l'islamophobie. Voilà, donc je voulais un peu faire part de cette idée-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, ouais, on partage, en particulier en ce qui me concerne. Je sais pas ce qu'en pense Nassim et Nasser. Ouais. On partage complètement. Bon, merci Karim en tout cas d'Orléans pour ta petite remarque concernant Elvas. À bientôt, Sarah Abtoula. 01 40 33 9000, Libertad. Vous avez un truc à nous faire, à nous dire, ou peut-être une réaction à ce que vous avez entendu dans l'émission. N'hésitez pas. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Karim de Marseille. Salut Karim de Marseille, bienvenue à toi, on t'écoute Karim. Merci. En fait, je voulais juste faire une remarque là, parce que par rapport au match qu'il y a eu à Ajaccio. Ah oui, vous avez suivi apparemment cette affaire avec Ajaccio et Le Havre. Ils ont préféré des mots racistes envers les Français, les Arabes, tout le monde quoi. Les Corses. Oui, les Corses. Oui, les Corses, oui. Ouais. J'ai pas très suivi cette affaire. Bah en fait il y a eu apparemment il y a eu un match et il y a eu des incidents, il y a eu des supporters, je crois que c'est des Havrais, ils ont barré la route au quart là de l'équipe de Havre. Du Havre, voilà, et il y a eu des insultes racistes, voilà. Mais le problème, c'est que ce qui me chagrine là, les politiciens ils sont où là, le ministre de l'Intérieur là. Il n'y a aucune déclaration par rapport à ça pour condamner quoi. Ah bah non, on chatouille pas trop les Corses, vous savez, c'est bien connu. Surtout les Corses. Voilà, c'est passé inaperçu quoi. Merci à vous. Merci Karim pour cette remarque. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste faire une remarque là par rapport à la présidente de l'UNEF là. Oui, Mariam Pochton. Ils lui ont fait tout un procès quoi. Oui. Voilà, c'est juste pour vous dire là le ras-le-bol quoi. C'est 2 poids 2 mesures quoi. Oui, d'accord. Merci Karim. Voilà. Merci à toi. Tiens, je précise que, pour vous informer que le Premier ministre Édouard Philippe, qui devait se rendre en Israël, vient d'annuler son voyage. Oui. Voilà. Mais il l'a pas annulé parce qu'il y avait l'installation de l'ambassade d'Israël à Jérusalem. Hein. Non. C'est tout simplement parce qu'il avait un agenda très chargé. Voilà. Mais oui, enfin, ça c'est la raison. Attends, ça c'est la raison officielle. Je pense qu'ils sont bien emmerdés par rapport à ce qui s'est passé à Gaza. Peut-être. Je pense, oui, mais après, je sais pas si c'est. Mais Netanyahou est quand même invité en France. Et Netanyahou est invité le 5 juin en France. Ouais. Ah, il vient le 5 juin. Bien sûr, il est prévu le 5 juin. Donc, si Macron était courageux, bah oui, si Macron est courageux, qu'il annule et qu'il annule c'est vrai ça. Visite. Allez, Manuel. Voilà. Allez, sois le bonhomme. C'est un oxymore, courageux. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Alors, c'est Rafik d'Orléans. Déjà, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci à toi pour nous écouter, nous supporter. Ah normal, de rien. Déjà dans le sens où les appels ne sont pas filtrés, contrairement à pas mal de radios. Et puis tu confirmes, Nassim, t'as vu, hein? Voilà, t'as la preuve devant toi. Je confirme, il y avait un chat tout à l'heure. Voilà, il y avait même un chat. Ah non, mais c'est incroyable parce que les gens ils veulent pas en profiter. Tu veux faire quoi? C'est juste pas possible. Aussi merci pour le franc-parler que tu as, puis les invités que tu as souvent dans ta radio, puis le franc-parler qu'on trouve pas forcément sur, dans des grandes radios, si tu veux, assez connus, etc. Ouais. Maintenant, moi, je voulais réagir, par rapport au sujet des Rohingyas, dans le sens où, si tu veux, faut pas attendre grand-chose d'État français. Quand tu vois ce qui s'est passé à Saint-Martin, l'ouragan qui a frappé Saint-Martin, il y a eu pas mal de morts. On parle de 1000 personnes mortes, alors qu'en France, dans les médias classiques, on parle de disparus. Et, on a bien vu qu'on n'a pas fait grand-chose pour ces gens-là, sachant que c'est un territoire français quand même, un département français. Et,
attendre quelque chose de la France vis-à-vis du peuple Rohingya, c'est même pas la peine. Enfin, c'est un avis, je peux me tromper. Oui, bien sûr, c'est ton avis. Certains le partagent, d'autres non. Mais cela dit, oui, effectivement, faut pas attendre grand-chose de la France. Et de toute façon, si ça se saurait, si les Rohingyas attendaient la France pour qu'ils soient sauvés, ils peuvent attendre très longtemps, évidemment. Merci en tout cas pour ton appel, tes compliments, tes remarques utiles et intéressantes. Merci beaucoup. Bonne soirée, Sarah Tolok, là, Orléans. Un petit dernier truc, excuse-moi. Oui. Sauf, la France peut intervenir dans un pays ou un autre, sauf si c'est des interventions intéressées. S'il y a des que ça, il y a que ça. On n'apprend à personne que un pays, lorsqu'il intervient dans un pays pour soi-disant les sauver, c'est parce qu'ils ont forcément des intérêts. Ils vont pas intervenir pour les beaux yeux. Beaucoup ont cru durant la Seconde Guerre mondiale que les Américains étaient venus pour les beaux yeux des Français pour arrêter le cinéma, quoi. Ils sont venus, ils sont installés, ils ont commercé, et De Gaulle les a foutus dehors par la suite. Ouais, donc voilà. Ils viennent jamais, un pays ne vient jamais pour les beaux yeux, pour faire plaisir à quelqu'un et par hasard. Ça n'existe pas. Voilà. Exact. Il y a un moment donné, faut le dire simplement. C'est tout. Ouvrir les yeux, puis arrêter d'être naïf et voir la chose. Enfin voilà. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez, une petite dernière pour la route. 01 40 33 9000. Je sais pas si vous êtes pressés les gars, parce que normalement il y a un petit jeu après. Si vous voulez rester, voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, allô, bonsoir. Qui est là? Alors là. C'est quoi ça? Attends, fais voir. C'est un cochon. Ah ouais, un cochon. Ah il est bien tombé pendant le ramadan. Ouais, franchement. Il est halal, j'espère. Hein. Bon, c'est bien, moi, tu sais, je l'ai mis en antenne, il continue tout seul à faire son petit truc, il est content. Ouais. Bon, 01 40 33 9000, c'est triste de voir pour que des gens, c'est bien qu'ils s'amusent en même temps. Hein, il faut pas de conneries en même temps s'ils appellent radio. Allô, bonsoir. Dernière. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Mustapha, tu nous appelles d'où, Mustapha? Villiers-le-Bel, on t'écoute, Mustapha. Oui, salam alaikum, bon ramadan tout le monde. Je vous appelle juste pour vous dire, j'en ai marre d'écouter les Arabes de service comme Malek Bouti et Nora Bissoun. Ces gens-là qui sont là à dire, oui, au début, pour commencer, préparer leur terrain. On est là pour SOS Racisme, on est là pour les Boliosa, pour l'ICT, pour ça. Une fois qu'ils posent leurs pieds, en fait, ils sont là pour viser un poste, voilà. Vous en avez croisé, je suis sûr, dans votre... Ils utilisent nous pour obtenir qu'est-ce qu'ils veulent. Et Mustapha. après, sur la soupe, ils sont là à casser, à taper tout le temps sur les musulmans, sur ça. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on appelle les Arabes de service. Ils sont là, ils se cachent derrière nous. On est là pour SOS Racisme, on est là pour les bolosers, les pauvres qui mangent mal, qui sont... ils ont pas ça. Et une fois qu'on les pose sur chaise, c'est bolosers, on en a marre d'eux. C'est musulmans, on en a marre... Arrêtez, on vous connaît tous. Vous visez des postes, vous avez un intérêt. Et moi, j'en ai marre des gens qui parlent autant au nom des Arabes ou des musulmans, ou peu importe. Et après, voilà, il y a personne qui parle. Merci, Mustapha, merci beaucoup. Et Sarah Tolok, mon frère, Sarah Tolok. Et vive France Maghreb. Merci, Mustapha. Bon, je suis sûr que vous en avez croisé de ce qu'appelle Mustapha les Arabes de service. Bien sûr. Hein, dans votre carrière de militant, tous les deux. C'est une race qui n'est pas en voie d'extinction, qui prolifère. Et puis qu'on trouve à je te demanderai pas de nom parce que bon c'est... Ah non, c'est pas... En tout cas, merci beaucoup messieurs. Bon, je sais pas, vous voulez rester ou quoi? On joue dans un instant. Bon, c'est cool. Parce que évidemment pendant le Ramadan, le grand forum normalement en temps normal s'arrête à 18h, sauf que pendant le Ramadan, on poursuit et on joue avec une corbeille de fruits à gagner, avec ce qu'on appelle la question qui fait mal à la tête du Ramadan. Et pour le coup, elle fait vraiment mal à la tête cette question, vous allez la découvrir dans un instant juste après le rappel de l'actualité. Il est exactement et précisément, et un bon début de soirée à vous d'ailleurs, sur France Maghreb 2, 18h. Lors du rappel de l'actualité de ce mercredi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. 2 adolescents présentés à un juge aujourd'hui à Pau. Le parquet réclame leur mise en examen pour homicide volontaire. C'est l'enquête sur la mort d'un homme originaire du Burkina Faso vendredi dernier. La bagarre impliquait de très jeunes gens. L'enquête se poursuit à Marseille. Le commando armé qui a mis des policiers en joue lundi est toujours recherché. Un homme a également été enlevé. Il s'agit d'un guetteur du quartier gangréné par le trafic de drogue. Des renforts policiers ont été annoncés sur place par le ministre de l'Intérieur. La présidente non exécutive d'Air France KLM, Anne-Marie Couder, propose de rencontrer les syndicats représentatifs d'Air France dans les jours qui viennent. Objectif, trouver un accord sur la revalorisation des salaires. Par ailleurs, 4 anciens salariés d'Air France condamnés en appel à des peines de prison avec sursis de 3 à 4 mois.
C'est la suite de l'affaire dite de la chemise arrachée du DRH et d'un autre cadre en 2015. Parmi ces 4 personnes, l'une avait été relaxée en première instance. La Cour d'appel de Paris confirme également les amendes de 500 € infligées aux 8 autres prévenus. Sur les rails, 11e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui, le taux de grévistes s'est élevé à 14,22% ce matin. C'est le plus bas niveau en semaine depuis le début du conflit. Le taux de conducteurs en grève passe pour la première fois sous les 50% selon les chiffres de la direction. Côté trafic, pour demain, il faut compter sur 3 TGV sur 5, un TER et un Transilien sur 2 en circulation demain. Le référendum interne organisé par les syndicats montre que 95% des salariés qui ont voté sont contre la réforme de la compagnie. Et puis le dernier ticket pour évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. La rencontre va se disputer dans un contexte tendu. AC Ajaccio contre Toulouse. La rencontre allée se joue à Montpellier sur terrain neutre et à huis clos. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.